Je vous ai demandé de me poser des questions sur, la sexualité, des choses qui pouvaient vous passer par la tête et du coup, je vais y répondre right now. Je suis en train de prendre mon petit déj, je suis en t-shirt culotte. J'essaie de cacher ma culotte actuellement. Et c'est parti, on va y répondre ensemble? Ce thé est brûlant. La première question qu'on m'a posée, c'est: pourrais-tu aborder le lâcher prise dans la sexualité? C'est une femme qui me parle, qui me dit: je ne m'autorise pas à prendre autant de plaisir que nécessaire pendant le sexe. J'ai l'impression que c'est peut-être une peur de perte de contrôle. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Donc pour info, c'est une femme qui est en couple hétéro depuis 3 ans avec le même mec. Et elle me dit: j'arrive toujours pas à m'éclater alors qu'il bosse très bien. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est il y a énormément de femmes qui sont en couple ou pas et qui n'arrivent pas à prendre du plaisir. Ou sinon, elles vont prendre du plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas être un orgasme, quoi. Donc, elles vont kiffer, mais ça va jamais être le truc le plus waouh ever. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, savoir que c'est normal. Je trouve que pour les femmes, on nous apprend et on nous a toujours appris à prendre soin des autres. On est, des personnes qui sont un peu formatées pour, ouais, prendre soin de l'autre, s'assurer que l'autre soit en train de kiffer sa life. Peu importe si on parle de sexualité, de je sais pas quoi, c'est pour ça qu'on a aussi un syndrome, de l'infirmière, de genre, on veut réparer tout ce qu'il y a autour de nous, même les gens, on veut s'assurer que les gens soient bien, qu'ils soient heureux, on règle plein de problèmes, heu, on est un peu, ouais, les médecins de service et du coup, ça implique qu'on a tendance, même si, par exemple, toi, tu as pas un syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi, ça implique que généralement, les femmes, on a tendance à s'oublier pour le mec. Ou on a tendance à surréfléchir: «Tiens, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il est content? Est-ce que mon corps, il est comme ça? Parce que s'il est pas comme ça, alors ça va pas lui plaire. Est-ce que là, j'ai un gros ventre? Parce que si j'ai un gros ventre, il va trouver que c'est moche. Est-ce que quand il me prend dans cette position, il aime bien?» Et donc en fait, on est tout le temps en train de penser à ce que l'autre pense, à est-ce qu'il valide? Est-ce qu'il aime bien? Et ça implique que dans le sexe, on va s'oublier parce qu'on pense plus à comment le mec est en train de vivre le moment que comment nous on est en train de le vivre. On est dans le mental. C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de coucher avec ton mec, et même s'il est bien, t'es pas du tout focus dans le moment. Et donc je pense qu'il y a une croyance qui est qu'on n'est pas assez bien, déjà. Qu'on n'est pas assez bien, que ce qu'on fait c'est pas assez bien et qu'il faut que ce soit mieux. Du coup, t'es toujours en train de te focaliser sur comment je peux faire mieux là tout de suite. C'est-à-dire que t'es en train de passer un bon moment, mais t'es déjà en train de penser à tiens, et telle position, et là, est-ce que si je fais ça, et la nani, et nanana. Je pense qu'il y a ce contrôle qui vient de là. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes. Des femmes qui, à 40 ans, découvrent l'orgasme parce qu'elles se sont jamais permis, justement de lâcher prise parce que tu es toujours dans ta tête, tu vois? Ça m'est arrivé, ça change en fonction il y a tellement de facteurs en fonction de la personne avec qui tu es et de ton état mental. La personne avec qui tu es, déjà, la communication, c'est hyper important. Genre, est-ce que tu sais communiquer? «Tiens, j'aime ça, j'aime pas ça», hein. Et puis ensuite, si même avec ça, ça bloque, et tu genre tu te concentres et tout et ça bloque, moi je pense que, peut y avoir aussi un gros impact dû à notre santé mentale. Donc j'ai cru comprendre a posteriori que, dans cette situation-là, avec cette femme, il y avait un passif de violence sexiste et sexuelle, pas avec son mec mais, dans le passé quoi. Alors, pour avoir été violée, ah quoique, ah! Non mais parce que je suis en train de penser, en fait, attendez, je suis en train de penser à un truc parce que oui, j'ai été violée avant d'avoir ma première relation sexuelle, aboutie, si on peut dire les choses comme ça. Parce que j'ai déjà parlé du fait que tout ce qui est préliminaire et tout ça, j'avais déjà fait, j'ai eu plusieurs étapes avec plusieurs mecs différents que j'avais déjà faites. Ensuite, j'ai été violée et ensuite j'ai eu, ma première re pénétration, du coup ma deuxième mais ma première consentie et cetera. J'étais dans le déni pendant toute l'année où j'étais avec mon ex, j'avais jamais d'orgasme, quoi. Mais je kiffais vraiment, c'était très bien. Et là, je pensais vous dire que: «Oh tiens, j'étais comme ça parce que j'étais dans le contrôle pour lui plaire», mais je pense qu'en fait aussi mentalement, mon inconscient
savait que j'avais été violée, savait mettre le mot là-dessus, savait qu'il y avait quelque chose qui bloquait et du coup, peut-être que mon inconscient avait déjà peur de lâcher prise. Très intéressant, j'avais jamais pensé à j'ai toujours pensé que c'était juste, que j'étais focus sur, son plaisir et cetera. Peut-être que c'est les 2. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup aussi de femmes à avoir vécu des violences sexistes et sexuelles et qu'il y a aussi cette peur de perdre le contrôle parce qu'on a peur de revivre ce qu'on a déjà vécu. Parce que quand, on se fait agresser, c'est un moment où on se sent fondamentalement, dépourvu de tout contrôle. On a l'impression qu'on nous vole notre libre arbitre, qu'on nous vole, notre capacité à réagir, qu'on nous vole, notre capacité à prendre des décisions et qu'on n'est plus rien. Du coup, il y a cette volonté d'être constamment en contrôle. Moi, je sais que c'est pour ça que pendant des années, quand j'ai été violée, j'avais bu ce soir-là et je me suis dit, «Je ne bois plus. Je ne bois plus». Parce que je veux savoir si un mec, va me violer. Je veux être en capacité de réagir, de le frapper, tu vois? Et dans ma tête, j'avais été en incapacité de faire ça parce que j'avais bu de l'alcool. Alors que, pour certains peut-être, pour moi en réalité c'est pas le cas. Je pense que c'est important de remettre les choses à sa place et à se dire: «C'est pas parce que tu as pas assez dit non, c'est pas parce que tu t'es pas défendue que ça t'est arrivé». On sait pas comment les choses peuvent se passer. Il y a des femmes qui se font agresser, qui se font, violer, et elles se défendent et ça se passe quand même en fait. Et moi je donne, l'exemple de moi quand j'ai été violée. Je raconte dans mon livre que, avant que ça arrive, je me suis dit: «Il va me tuer. Il va me tuer, il peut me tuer» et je raconte cette image de, je le vois me frapper avec une pierre et jeter mon corps à l'eau et potentiellement me violer avant de jeter mon corps à l'eau. Cette peur viscérale-là, elle m'a menée à prendre une décision qui était de me dire: «Je vais pas me battre. Je vais pas me battre, j'ai pas envie de mourir». Parce que, dans ma tête, si je me bats, il va me buter, genre. Donc je vais faire grave attention à ce que je vais faire. Ça se trouve, en fait, il va pas du tout me violer, enfin, tu vois? J'en ai parlé à une autre abonnée, c'est très difficile de se dire qu'on est responsable de nos choix. J'ai pris une décision. J'ai fait un choix ce soir-là pour ma survie. C'était le meilleur choix que je pouvais faire en fonction des informations que j'avais. Mais en rien, ça veut dire que c'est ma faute. C'est toujours la faute de l'agresseur. Mais il y a ces 2 choses-là à prendre en compte, la responsabilité de nos choix et la faute, la culpabilité de la personne qui commet un crime. La victime n'est jamais coupable. Vous n'êtes pas coupable. Mais ce qui, nique un petit peu votre cerveau, c'est quand on se dit qu'on n'est pas coupable et qu'on est victime, on a tendance à effacer notre propre libre arbitre. Et il y a une partie de nous qui est pas OK avec ça. Il y a une partie de nous qui dit: «Ah du coup, je n'ai jamais de libre arbitre. Du coup, en fait, autant être fataliste, les gens peuvent décider de faire ce qu'ils veulent de moi, je n'aurai jamais mon mot à dire». Et c'est pour ça qu'en se disant ça, on a la culpabilité qui revient et qui revient et qui revient parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui se dit: «Ouais, mais moi je crois pas à ce que tu me dis. Je crois que en fait, tu as un libre arbitre et que si tu avais dit, non un petit peu plus ou si tu te l'avais poussé, ça aurait changé les choses». Et en fait, on oscille, en disant à cette partie de notre cerveau, «Non, c'est pas ta faute, tu aurais rien pu faire» et sauf qu'en même temps, pour cette partie-là, quand tu lui dis: «Tu aurais rien pu faire», c'est horrible de se dire: «En fait, ouais, tout peut m'arriver, je ne peux rien faire». Une personne peut décider et ça peut nous arriver de se faire agresser, de se faire violer et ce n'est pas notre faute, mais il faut qu'on garde dans notre tête qu'on a un libre arbitre. C'est comme l'exemple de et ça je crois que je l'avais déjà donné dans un podcast, s'il y a, ce matin-là, je décide de prendre ma voiture pour aller faire des courses. Je prends, tel itinéraire, je tourne à droite, je tourne à gauche, je sors de chez moi à 7h20, ouais, je prends tel tournant, nanani nanana et à un croisement, il y a une voiture qui roule à 140 qui me percute de plein fouet. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est la voiture qui m'a percuté de plein fouet. Elle m'a percuté en fait. C'est de sa faute. Elle est en tort. Elle est coupable. Mais ce qui est important de se dire, c'est moi j'ai fait plein de micro-choix qui n'impliquent pas ma culpabilité, hein. Mais plein de micro-choix, ça se trouve si j'étais partie à 7h30, la voiture m'aurait pas percutée. Ça se trouve, si j'étais partie à 7h30, elle aussi serait partie à 7h30, j'en sais rien.
Si j'avais pas tourné à gauche, peut-être que je serais jamais arrivée à ce croisement ou je serais arrivée après. C'est pas pour se dire, de refaire l'histoire de si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, mais c'est pour se rendre compte qu'on a plein de décisions, on est responsable de tous nos choix, en fait. Et c'est important de se redonner ça, se redonner cette, responsabilité et non pas cette culpabilité pour se dire: «Je suis aussi maître de mes décisions et je suis maître de ma vie». Je pense qu'en régulant ça et en comprenant si tu as vécu un traumatisme, tu peux mieux vivre ta sexualité par la suite, en comprenant que ton libre arbitre, tu l'as toujours eu et tu l'auras toujours. La question du lâcher prise, elle viendra, je pense là, déjà, si tu commences à te poser la question, je pense que ça vient, ensuite dans les mois qui suivent, les années qui suivent. Ça peut paraître long, mais en même temps, quand on vit un traumatisme sexuel, ça met du temps. Mais je pense que tout commence par se dire qu'en fait, même quand je me laisse aller, j'ai quand même du contrôle, en fait. Même quand je prends du plaisir et je me laisse aller dans les bras de mon partenaire, j'aurai toujours un libre arbitre, genre. Tu n'es pas en danger. Je pense que pour moi, la première clé, c'est d'en parler à ton partenaire. Moi, ça m'est arrivé que récemment de réussir à fondamentalement lâcher prise parce que, je pense que je suis arrivée à la fin d'un truc genre, parce que j'ai écrit mon livre, j'en ai beaucoup parlé du viol que j'ai vécu et cetera. Mais après, si vous avez pas vécu d'agression sexuelle ou enfin, potentiellement, ça peut être les 2 points que j'ai cités plus tôt, les 2 points mélangés. C'est-à-dire, ça peut être, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent exister en même temps. Ça peut être aussi, voilà, tout ce conditionnement à faire plaisir à l'autre et je vous rappelle qu'il y a genre, je connais plus de femmes qui n'ont pas d'orgasme que de femmes qui en ont, hein. La masturbation, c'est un point très important. Si vous vous rendez compte que vous prenez pas de plaisir, ça peut être aussi, en fait, c'est beaucoup de choses liées à notre propre corps, en fait. Potentiellement que vous avez une relation à votre corps où, vous aimez pas votre corps et ça peut être lié justement à une agression sexuelle où vous aimez pas vous toucher parce que ça vous rappelle, des choses un peu dégueu. Vous aimez pas qu'on vous touche à tel endroit parce que ça vous dégoûte, vous vous sentez sale, vous vous imaginez revivre le moment, vous imaginez que la personne qui vous touche, c'est la personne qui vous a fait du mal, ou alors vous avez l'impression d'être une pute si vous aimez ça. Donc pour moi, il y a un gros, travail là-dessus, mais ça peut être aussi tout simplement, vous avez voilà, vous vous sentez, trop maigre, trop grosse, trop comme ci, trop comme ça et ça, c'est encore une fois, tout le truc qu'on a appris aux femmes d'avoir un corps parfait, idéal, mais en fait ça n'existe pas. Ça n'existe pas et moi, ce que je me répète beaucoup, j'ai toujours eu un complexe, vis-à-vis de mon ventre parce que je considère qu'il est pas assez, plat et nanani et nanana et même qu'il est gros et que c'est pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que jamais de ma vie ça ne m'était arrivé, qu'un mec, ne veuille pas coucher avec moi à cause de mon ventre, genre. Je suis à poil, il y a aucun mec qui m'a jamais dit: «Ah, tu as des bourrelets, Frère, il y a une meuf à poil devant toi. Il kiffe, il kiffe forcément, tu vois? Genre, à partir du moment où je me suis dit: «En fait, je pense qu'il s'en fout, quoi» et encore une fois, c'est qu'est-ce que lui, il pense, tu vois? Relou toute cette charge mentale et moi récemment, j'ai commencé à me dire: «En fait, je m'en fous, quoi». Je m'en fous parce que je sais qu'il s'en fout. Ou même si je le sais pas, je pars du principe qu'il s'en fout. Et s'il s'en fout pas, c'est que c'est pas un mec avec qui j'ai envie d'être, tu vois. C'est que c'est berk. C'est que c'est bleh. Next question.